Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Nuit Business. Je suis avec Lino Chosi, il est le cofondateur de la marque Kaliendi qui est un ensemble de projets. Les gens connaissent les liqueurs, les gens connaissent le restaurant, mais ça ne s'arrête pas forcément là. Aujourd'hui, il va nous parler de lui, de son parcours, de ce pourquoi malgré ses études à l'étranger, il a choisi de revenir au Togo pour entreprendre ici, dans un écosystème qu'il définit comme éclaté lui-même. Non, faut pas exagérer. Comme éclaté lui-même. Alors, j'espère que, comme je l'ai d'habitude, ce podcast va vous donner des conseils, des pièges à éviter pour entreprendre dans l'écosystème togolais. Alors, vous connaissez le rituel. Mettez un commentaire, j'aime la nuit, des petits commentaires qui nous donnent la force, qui font en sorte que la vidéo soit proposée à d'autres personnes pour que la chaîne évolue. Likez, ça ne coûte rien, vous êtes là déjà, quoi. Mettez un pouce bleu et tout ça. Lino, comment tu vas? Ça va bien, Shadow. Ça va bien, ça va bien. Très bien. Très bien. Je suis content de te retrouver parce que tu as lancé la nuit et tu te retrouves encore dans le business. C'est ça. C'est très bien. De manière inopinée. Inopiné. C'était pas prévu la première fois. Cette fois-ci, on s'est un peu mieux organisé. Donc, je suis un peu mieux Je préparé. me souviens de la première fois. Tu as ramené le matériel, tu critiquais le matériel et tout. Mais bon, ça va. Alors Lino, qui es-tu? Lino Chosi, on me connaît surtout comme étant le responsable de la société Kaliendi au Togo. Et puis, voilà, franco-togolais de 32 ans. Tu n'es pas sûr? Ouais, c'est pas sûr. Je crois que c'est ça. Mais non, 32 ans. Alors, en fait, tu es né au Togo? Ouais, je suis né au Togo, puis un an, voyagé un petit peu partout, Guyane, Sénégal, Canada, Allemagne, Chine, et puis me voilà au Togo aujourd'hui. Tu as fait quelles études? Un baccalauréat général, c'est-à-dire en gestion des organisations, pareil, maîtrise aussi, gestion des organisations, vraiment spécifié dans le commerce, quelque chose de global. Ouais, j'ai toujours cherché à quelque chose qui n'allait pas me bloquer. Je voulais quelque chose qui me permettait de faire ce que je voulais plus tard. C'est comme ça que j'ai choisi cette voie. Tu voulais faire quoi plus tard en fait? Depuis toujours, ça a toujours été entreprendre. Ça a toujours été. J'avais pas d'idée spécifique de ce que je voulais faire, mais je voulais pouvoir résoudre les problèmes que j'avais envie de résoudre. Et quand j'ai commencé mes études, au début, tu vois, c'est de ingénieur en géomatique. Je fais un semestre et puis je dis mais non, c'est pas pour moi parce que je me voyais pas plus tard être enfermé dans son bureau à faire la même chose toute ma vie. Donc, ouais, finalement, j'ai décidé de faire quelque chose de plus général. Tu es parti, tu as fait la France, le Canada, tout ça? Canada. C'est au Canada que j'ai fait toutes mes études. J'avais le choix entre la France et d'autres pays. Non, c'est le Canada que j'ai choisi. Je voulais quelque chose de nouveau. Donc, m'éloigner un petit peu de tout ce que je connaissais. C'est comme ça que je suis retrouvé au Canada à faire des études en géomatique avant de changer pour faire un baccalauréat en une école de commerce, quoi. Marketing, finance, tout ça. On apprenait un peu tout. Et puis, ça m'a permis d'avoir des notions de tout ce que je voulais faire plus tard dans le business. Tu étais un bon étudiant? À l'université, Ouais. j'ai passé tous mes trucs, sans trop forcer. L'important, c'est d'avoir la note à la fin, c'est tout. Donc je savais pas que j'étais un bon étudiant. J'étais pas studieux, mais je m'en sortais très bien. Ok. J'ai des facilités. Oui, j'imagine. En fait, les gens connaissent beaucoup Kaliendi. Et j'ai eu la chance de travailler pour Kaliendi. On tourne au Kaliendi depuis 1 an et demi. C'est incroyable. Mais comment vient l'idée de Kaliendi? Comment vient cette idée-là déjà? L'idée, elle n'est pas hyper claire au début. Vraiment, c'est... l'idée, elle vient de... Je discute avec ma mère et puis on se dit... Je suis en Allemagne en ce moment-là. Et... Bon, je me sens un petit peu seul. Ça va pas spécialement bien avec la personne avec qui je suis en ce moment. J'ai l'impression que je me pose des questions sur ma vie. Je me trouve un petit peu... je sais pas, quand je me projette dans la vie que j'ai actuellement en Allemagne, je me vois... Je sais pas, dans une vie qui me ressemble pas. Je me vois triste dans le futur. Je me vois enfermé dans une routine qui me ressemble pas, dans un pays où je me sens pas à ma place. Où j'ai l'impression de servir à rien, en fait. Ou d'être juste un rouage du système, une roue qui... métro boulot dodo, etc. Et je me dis non, c'est pas pour moi et que si je continue comme ça, je sens que ça va mal finir.
Et je discutais avec ma mère et puis je lui dis, tu sais quoi, est-ce qu'il n'y a pas des trucs que je peux faire, un projet sur lequel on pourrait travailler ensemble, etc. Et puis au fur et à mesure qu'on discute, je viens en vacances et tout, et je découvre qu'elle produit une petite liqueur à la maison. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais écoute, ça pourrait être ça, donc je te propose que je rentre, et puis on teste, et puis on voit comment on s'organise. Et c'est comme ça que progressivement, en fait, le projet est né. Donc c'était pas hyper clair au début, et c'est sur le tas qu'on a commencé à construire les choses, et qu'on a avancé jusqu'à arriver là où on en est aujourd'hui. Quand tu étais sur les études, est-ce que tu disais tout à l'heure que c'est des études que tu faisais pour vraiment entreprendre après? Ouais. Supposons que tu n'avais pas entrepris dans tout ce que maman faisait. Tu penses que tu serais toujours entrepreneur? Si oui, dans quoi? Oui, depuis toujours. Écoute, je crois que la première, j'avais 18 ans, j'avais 17 ans à l'école, au lycée. J'entreprenais déjà. J'organisais des soirées. J'étais toujours en train de trouver des manières de faire. Écoute, les boîtes de nuit avaient fait à un moment donné. Je dis comment on va faire pour faire la fête. Je loue une maison, je trouve un DJ, j'organise tout, et on essaie de faire un truc incroyable et tout. Et puis, on fait une soirée. Première année d'études au Canada, pareil, je commence à réfléchir à une entreprise que je pourrais créer. J'ai déjà un projet, j'ai créé un business plan. Ça a toujours été ça, tout le temps. J'ai toujours essayé de... Donc, j'ai même plein de projets en rap. Même quand je commence un projet, je me dis, bon, si ça marche pas, j'enchaîne sur celui-là. Donc, j'aurais pas fait Kalyanji, j'aurais sûrement fait autre chose qui existe déjà dans quelque part, quoi, mais qui n'a juste pas l'occasion de le faire. Tu vois, quand les gens, je pense que beaucoup de Togolais, après les études, on veut tous partir du Togo, ça c'est clair. Mais toi, tu voulais rentrer au pays. Tu vois, tu disais que tu te sentais pas vraiment à ta place là-bas. Mais pour un métis, on se dit sa place est là-bas. Oh, sa place, elle est nulle part, en vrai. Pour un métis, sa place, elle est un peu nulle part. Partout où t'es pas spécialement à ta place. Partout où t'es un peu un étranger. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours eu. J'ai toujours vécu dans d'autres pays en plus qui sont pas les miens, ni la France, ni le Togo. Et donc quand je dis où je me sens à ma place, c'est plutôt un pays, où c'est plutôt un lieu où j'ai l'impression de servir à quelque chose. Où j'ai l'impression que, ok, j'apporte quelque chose aux gens autour de moi. C'est juste ça. Ça peut être n'importe où dans le monde, c'est pas lié à mon origine, c'est pas lié. Je me sens utile. C'est ce qu'il faut, à mon sens. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les pays en Occident, etc., pour les populations. Et je trouve qu'ils ont... Quand je suis là-bas, ils ont tout fait. Je dis, mais tout est fait, les gars. Vous êtes incroyables. Vraiment, je vous admire pour tout ce que vous avez fait, pour le système que vous avez mis en place, pour les... Bon, c'est pas parfait. Mais là où je suis en ce moment, c'est encore moins parfait. Et j'ai envie de faire tout mon possible pour apporter des choses qui rendent ça un peu mieux pour la vie de tout le monde. Je sais pas. Je me sens comme une âme de vouloir faire du bien, ou en tout cas d'essayer de me créer un système qui permettrait de faire évoluer d'autres personnes. Il y a cette notion d'entreprendre, tu vois, entrepreneuriat, entreprendre et tout ça. Et tu disais que même quand tu étais à l'université, toi tu entreprenais déjà, tu faisais des soirées et tout ça. Si je te pose la question, c'est quoi, pour toi, est-ce qu'il y a une vraie définition de l'entrepreneuriat? Si oui, c'est quoi? Moi, ça serait vraiment la volonté de résoudre des problèmes. Genre, il y a des trucs qui te font chier. Il y a des trucs qui te dérangent dans ce monde. Il y a des trucs que tu te dis, mais pourquoi personne n'a encore rien fait pour ça? Vas-y, je vais le faire. Tu sais, le restaurant, moi, je fais du chep parce que je voulais du bon chef. Tu vois, j'ai envie de... Je résous ce problème pour moi, je m'imagine que ça va résoudre pour d'autres. C'est tout. Ah ouais, non mais c'est intéressant. Ce qui veut dire que toi, tu n'as pas eu cette approche scientifique de l'entrepreneuriat. Non, pas spécialement. Non. Et encore, non, c'est vraiment un truc personnel. Je veux que quelque chose me manque à moi, je le fais. Et puis j'espère que ça profitera à d'autres. Tu vois, on essaie de faire comme ça. Je pense que c'est... Et souvent, quand j'entends des gens justement qui font des choses pas pour eux, j'ai du mal à comprendre comment ils font. Je sais pas, un exemple, tu crées un produit que toi, tu es comme non. Moi, je fais pas ça. Je prends pas ça, ou c'est pas mon délire, mais tu le vends aux autres. Comment tu fais pour comprendre les autres si toi-même, c'est quelque chose que toi, tu veux pas? Donc, je suis un peu limité par ça. Il y a des choses que j'irai jamais faire parce que moi, ça m'intéresse pas. Donc, Même si, en fait, tu vois le côté scientifique de l'entrepreneuriat. Si c'est fait des choses, pas spécialement ce que tu aimes. Parce que ça résout, oui, tu vois, ça résout un problème, ça apporte une plus-value aux autres, bah, toi, tu le fais. Mais toi, non. Un peu de mal. J'ai juste un peu de mal. Hein. C'est mon délire. Hein. C'est juste que si un truc me plaît pas, j'ai du mal à le faire. Ok, ça veut dire que tu vas jamais investir dans un projet qui ne te parle pas directement à toi. Ouais, j'ai déjà essayé. C'était une catastrophe à chaque fois. Vas-y. Non, je suis au Canada, je commençais à me dire, je vais faire des vêtements.
Ok. Je vais faire ça a été une entreprise qui s'appelle Out of Africa. Je discute avec ma mère, elle me fait un colis, je commande mes produits, etc. Ça arrive, c'est des pailles, des shorts en paille, des t-shirts. Et ça marche bien. Genre les gens canadiens, ils aiment bien ça. Ils sont comme putain, trop cool. Je commence à vendre un petit peu. Mais j'aime pas ce que je vends. C'est pas les trucs que moi je porte. C'est pas les trucs qui me plaisent. J'arrive pas à convaincre qui que ce soit. Limite, je juge les gens qui l'achètent. Je suis comme, t'es sûr que tu veux ça? Ouais, je te le vends, mais moi, j'aime pas trop. T'es sûr que tu veux? Ok. C'est la qualité, elle est pas ouf, hein. Ok, bon, vas-y, tiens, je te le vends, tu vois. J'ai un peu de mal. Ouais. Si je suis pas fier de ce que je fais, j'ai Ouais. beaucoup de mal à le vendre. Ça te limite pas, ça limite pas tes horizons en tant qu'entrepreneur et tout? En temps financièrement, bien sûr que oui. Financièrement, bien sûr que oui, ça peut me limiter. Parce que parfois, il y a des choses... Il y a des escrocs. Moi, je les regarde et je dis, mais comment vous faites? J'arrive pas, moi, à me mentir. Ah non, Mais c'est aligné avec moi. Ah oui, écoute, tu as prononcé le mot. Mhm. Escroc. Pourquoi est-ce que vous escroc? Je sais pas, pour moi, quelqu'un qui fait quelque chose qui fait quelque chose qui lui ressemble pas, ou c'est un peu escroc, quoi. Ah, tu exploites les gens alors que toi-même tu sais que c'est pas bien. T'es comme, moi jamais je fais ça, mais je le vends quand même. C'est pas mon problème. Non, j'ai un peu de mal. Mais c'est vrai. Mais je décourage pas les gens de le faire. C'est vraiment une question personnelle. Si j'étais capable de le faire, je le ferais. Ok, supposons en fait que on se dit qu'il y a l'immobilier qui prend de la valeur actuellement. Tout le monde investit dans ça. Si tu le sens pas, tu n'investis pas. Non, j'aime bien ça quand même. J'aime bien le délire de construire quelque chose et tout, donc ça me va. Ça me va. Maintenant, ça dépend à qui. Tu vois, faire de l'ultra luxe, c'est peut-être pas ce que je ferais en premier. Parce que moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je dirais vers ça. Je me dis, mais à louer quelque part hyper cher, j'ai du mal personnellement, donc j'ai comme pourquoi est-ce que quelqu'un le ferait? Et donc, etc. Donc je vais avoir du mal à le faire. Mais, ouais, ok. Je pense que tu redéfinis un peu ce contexte-là de l'idée entrepreneuriale, en fait, tu vois. Donc, si toi, on doit te prendre, c'est quoi les 4 points? Je dis n'importe quoi, je dis 4 points, hein, mais c'est quoi les points les plus importants qu'il faut prendre en compte quand on doit te prendre, selon toi? Alors, selon moi, la priorité, c'est la volonté de faire quelque chose de vraiment bien. C'est important. Genre pour toi-même, pour l'expérience que tu as de ta vie, pour ton aventure personnelle, pour ne pas avoir de regrets plus tard, c'est se dire, ok, peu importe ce que je fais, je me dis, ok, j'aime bien le faire. C'est tout. Je veux que ça soit bien fait. Et ça, pour moi, c'est important. C'est la chose la plus importante, de mettre du cœur dans ce que tu fais. De ne pas le faire parce que tu veux gagner de l'argent, de ne pas le faire parce que c'est cool, juste parce que tu trouves ça bien. C'est suffisant. De dire, ok, je vais faire de mon mieux avec ça. C'est vraiment derrière quoi d'autre encore? Non, je pense que si tu as réussi, si tu as pensé à ça, si tu te dis non, les gars, je m'en fous de ce que je fais, je fais un podcast, je vais essayer de le faire bien. Parce que pas parce que je veux qu'il soit populaire, juste parce que je vais être ce soir fier de moi en me disant putain, c'était bien, j'ai donné mon max. J'ai donné mon max, c'est tout ce qu'on veut. Tu vois? Et je pense que c'est le plus important, peu importe ce que tu entreprends de faire. À quel moment tu décides de rentrer vraiment à Lomé pour entreprendre? Est-ce que, justement, moi je pose la question, est-ce que ta vie en Europe, tu l'as concevé comme un échec? Non, je l'ai conçu depuis le début. Mon premier travail, ça a toujours été, ok, qu'est-ce que je peux prendre de ce travail pour l'appliquer plus tard? Ça n'a jamais été un objectif de vouloir rester. Depuis que je suis parti faire mes études, ça a toujours été pour, ok, un jour revenir. J'ai jamais eu trop de... Non, j'ai du fun, hein, c'est cool, etc. Mais rapidement, j'ai l'impression de tourner en rond et puis de me dire que je m'ennuie et que la vie a moins de sens. C'est tout. Puis, ouais, on est privilégié. Je suis privilégié ici d'une certaine manière, comparé à la vie que j'ai là-bas. C'est beaucoup plus intéressant pour moi d'être ici que là-bas. Est-ce que c'est peut-être pas une recherche de la facilité un peu? Aussi, complètement, 100%. C'est vraiment aussi une recherche de la facilité. J'ai dit, j'apporte beaucoup d'importance à mon bien-être, à la manière dont à aimer ce que je fais. Et c'est plus facile d'aimer ce que je fais ici que vivre là-bas. Du coup, tu es rentré sur Lomé
Mhm. Tu es avec maman. Mhm. Et le projet Kalindi, il est né directement comme ça? Ouais, ça s'est fait le temps de faire quelques tests, etc., de commencer avec un prototype, de valider l'idée. On teste l'idée, ok, on fait tout et puis on regarde ce que ça marche. Quand on voit que ça prend et qu'on peut finalement que ça peut marcher, je dis ok, pourquoi pas, on continue comme ça. J'aime bien. L'idée, le retour au pays, Mhm. tester l'idée. Comment tu testes l'idée d'entreprendre, par exemple? Tu fais le moins cher possible et tu regardes si c'est pas ouf, est-ce que ça marche. Si le produit n'est pas ouf d'un point de vue marketing, t'essaies pas de faire un truc parfait. T'as un produit de base, on achetait des bouteilles de vin de récupération, on mettait de la cire au-dessus, on faisait des étiquettes imprimées à l'ordinateur, on mettait le truc et les gens aimaient. Donc si les gens aiment quand le produit il est comme ça, qu'est-ce que ça va être quand on va bien le faire? Donc c'est validé. Donc, et puis là on commence, on fait une première commande, on se débrouille avec tout ça et puis après on trouve une usine, on essaye de moderniser le truc et de... C'était quoi de le premier prix de Kalindi? Je me souviens plus de ma mère, ce qu'elle a fait quand elle vendait auprès de ces trucs, mais c'était beaucoup moins cher. On était peut-être moitié prix, 5 000 ou qu'elle vendait comme ça. Ok, actuellement c'est à 10 000. 10 000. Ok. Ce que Kalindi était au début, la bouteille, c'est pas l'actuel. Non. C'est complètement différent. C'est Ouais. deux mondes vraiment différents. Ouais, bien sûr. Tu vois. Et c'était quoi l'idée derrière quand on construit une bouteille aussi unique? Je pense que l'idée, c'est de répondre à... Moi, je pars toujours de qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif. Je me dis, ok, qu'est-ce que cette bouteille va représenter? Et à partir de là, je réfléchis en arrière. Je me dis, chaque élément, je dois pouvoir le justifier. Pourquoi il est là? Pourquoi elle est plus grande que les autres bouteilles? Parce que je veux qu'elle soit plus visible sur une étagère. Pourquoi est-ce que cette forme est comme ça? Parce que c'est différent des autres, etc. Parce que ça donne un volume plus important avec une quantité moindre. Donc le contenu paraît plus grand qu'une autre bouteille de 500 centilitres. Les couleurs, pourquoi elles sont celles-ci? Parce que je voulais que ça soit remarqué. Pourquoi un masque? Parce que je voulais que les gens se disent rapidement que c'est un produit qui est exotique, etc. Donc chaque élément comme ça, on le réfléchit, on se dit, on donne une note. Qu'est-ce que tu en penses sur 5? À quel point c'est cette caractéristique-là? Et on valide comme ça et on construit le truc progressivement pour avoir un truc qu'on se dit, ok, peu importe ce qu'on me posera comme question sur cette bouteille, je pourrais y répondre parce que j'ai réfléchi à tout. Donc c'est ça l'idée. Je dis toujours aux gens, l'idée d'entreprendre à zéro, c'est bon, on a déjà résolu ce problème-là, c'est fini. Comment tu t'en sors avec l'argent? Parce que là, est-ce que tu es rentré beaucoup d'argent? Non. Rien? Non, très peu. J'avais mis de l'argent de côté juste pour mon billet et puis commencer. En fait, tu galérais beaucoup là-bas en vrai. Pas vraiment. Pas plus que ça, c'était juste une vie normale, quoi. J'avais un salaire, j'avais le SMIC, je travaillais normalement, j'avais mon appartement, etc. Je payais ma voiture et puis c'était classique. C'était pas un truc restreint et tout. Mais en même temps, j'ai jamais été quelqu'un qui ait vraiment eu besoin d'argent. Dans un certain sens, j'ai toujours été très satisfait du minimum. Un ordinateur, une connexion Internet. C'est tout. De quoi me déplacer, de quoi manger. J'étais très heureux. Et donc quand je suis arrivé ici, progressivement, c'est une question de travailler avec la famille, investir, genre faire des prêts auprès de la famille et tout, puis rembourser les prêts après progressivement. Quand on est entrepreneur, la question argent, c'est très important parce que on investit beaucoup d'argent, en vrai, pour ramener de l'argent après. Comment est-ce que toi, tu as prêté chez les parents en premier mois, c'est ça? Est-ce qu'ils ont investi en ton projet ou bien ils ont investi en toi? Un peu des deux. Peut-être plus dans le projet que dans moi. Mais pour revenir à ce point-là aussi, moi, depuis le début, mes projets, j'ai toujours essayé de faire quelque chose qui se construisait de lui-même. Trouver la manière la plus petite de commencer. Et ensuite, avec l'argent que ça génère, réinvestir dedans. Okay. Donc le développement est beaucoup plus lent, mais ça permet d'être plus rassuré, plus safe. Tu vois, pas de prêt, essayer de vraiment construire tout petit, et puis remettre mes premières soirées que j'organise. Je loue la maison, mais je leur dis je vous paye après. L'alcool, pareil, je prends l'alcool, je leur dis je vous paye après, faites-moi un dépôt vin, je vous paierai. Le DJ, je lui dis écoute, c'est la première, on verra. Je m'en sors comme ça, quasi aucune dépense. Et puis beaucoup d'argent en entrée, donc que je peux réinvestir après pour avancer. C'est un peu ce que je fais aussi avec Kalindi. Oui, la mise de départ, elle est importante parce qu'on doit commander un container de bouteilles, on doit faire des trucs qui sont beaucoup plus importants. Et puis progressivement après, on se développe nous-mêmes. J'ai une question. J'ai une question que je trouve bien. Parce que Kalindi, pour ceux qui voient la bouteille,
c'est unique. Mhm. Je pense que c'est la première liqueur togolaise qui a sa propre bouteille. Mhm. Ouais, c'est Oui, ça. Brandé Kalindi. oui, brandé, Kalindi, tout ça. Comment ça se fait? On sait que le Togo n'est pas industrialisé déjà. Mhm. Donc, on n'a pas d'industrie qui produit des bouteilles. Comment tu fais? Chine. La Chine. Je vais sur Internet. Au début, je cherche partout dans la sous-région. Je me dis peut-être on va trouver au Nigeria, etc. Mais je me rends compte qu'Internet, c'est pas le même. Il n'y a pas beaucoup de choses sur Internet. Et sans contact, sans réseau, bon, ben, je connais pas. Je me trouve en Chine à contacter une usine et puis à leur faire confiance pour leur dire voilà, vous commandez ça, je veux cette bouteille-là, ce design, combien ça me coûte. Ils me donnent leur prix et tout. Ben, on valide, on fait le premier container. Et le premier container de bouteilles de Kalindi arrive. Quand tu allais voir les parents, Mhm. c'est combien ils t'ont donné, premièrement, pour commencer? Justement, au début, je leur ai dit je voulais quelque chose de fixe pour qu'ensuite on puisse se débrouiller, etc. Mais finalement, ils se sont dit non, ils veulent faire partie du projet d'une certaine manière. Et donc, ça va être progressif en fonction des besoins. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de somme clairement déterminée parce que ça a été injecté pendant les premières années au fur et à mesure, etc. Et puis aujourd'hui, bon, ça doit faire quand même plusieurs années qu'il n'y a plus besoin d'injecter quoi que ce soit. Et au contraire, ben, avec les bénéfices, on peut leur redonner, etc. tous les mois. Intéressant. Et je pense qu'on devrait être autour de 30 millions, 40 millions au total d'investissement. Ouais. Ah ouais? Ouais, quand même. Moi, je pense que c'est une sacrée confiance, hein, quand même. C'est une grosse confiance, bien sûr. C'est un privilège que... Tu sais, je dis toujours que la vie te donne certaines cartes. Et parfois, au début, il y a des gens qui se disent non, je ne veux pas utiliser mes cartes parce que c'est injuste. C'est comme ça, joue le jeu que la vie t'a donné à jouer, quoi. Joue avec tes cartes et c'est tout. Si tes cartes elles sont bien, ben, utilise tes cartes bien. Hein. Moi, quand j'étais au Canada, c'est comme ça que je me suis dit que je suis rentré. D'une certaine manière, en Allemagne, je me suis dit, mais pourquoi je galérerais? Pourquoi je serais là en train de galérer alors que dans un pays plus compliqué, dans un endroit où je connais pas, alors que j'ai d'autres cartes que je gaspille? Je dis, c'est bon, j'ai utilisé mes cartes au mieux que je peux. C'est ça la vie. Genre, je pense que toute personne qui réussit à un moment donné, c'est qu'il a su exploiter au mieux les cartes qu'il avait. Peu importe les cartes que tu as, il faut toujours trouver une manière de les exploiter. D'accord. De toute manière, c'est pour ça que je suis rentré et que c'était la meilleure décision. Intéressant. Wow. 30 millions, c'est beaucoup, je trouve. Je pense que tu es un grand chanceux, mais que tu l'as dit. Complètement. Oui. Ok, maintenant, quand les 30 millions ont été injectés et tout ça, c'est quoi la décision que tu prends? C'est quoi les objectifs que tu fixes? Est-ce que tu es du genre à me dire, ok, dans 5 ans, dans 10 ans, et puis qu'on soit ça, l'objectif à très long terme, c'est d'être la meilleure industrie possible de liqueur, hein? Il y a des périodes où je vais le faire, et je suis en toute honnêteté, il y a des périodes où je vais le faire, où je suis hyper motivé, etc. Et puis il y en a d'autres où je vais juste avec le flow, quoi. Et je me dis, bon, ben, on fait comme ça arrive, et puis ça va marcher. J'aime pas trop forcer. J'ai l'impression que quand je force les choses, c'est une progression artificielle. Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, si j'ai le restaurant, je pourrais inviter tous mes amis toutes les semaines et venir les faire dépenser et faire énormément d'efforts pour qu'ils soient là, etc. Mais il y a quelque chose en moi qui me bloque en mode ça serait artificiel. Je veux que les gens viennent d'eux-mêmes. Je veux pas avoir à leur demander de venir. Je sais pas. C'est juste que je veux que le processus soit organique d'une certaine manière, que ça fonctionne par lui-même. Pas que je sois la force qui entretient le truc. Là, je veux des choses autonomes. Donc, comment toi tu arrives est-ce que tu te dis que ok, pour que ça arrive à cette autonomie-là, il faut que j'ai un process derrière qui puisse... Là, complètement. Bah oui, il faut que le truc Comment tu fais? Je sais pas, j'essaie de réfléchir à comment ça fonctionne et essayer d'automatiser chaque partie du truc. Essayer de déléguer, de faire confiance à la personne, etc. Et puis essayer de réussir à faire en sorte que le truc tourne de lui-même. Parfois ça marche moins bien, mais bon, on essaye, quoi. Pour moi, ça me paraît insensé d'être la machine en permanence qui fait tourner le truc. Parce que sinon, de quoi je suis pas là, ça explose. Ça marche pas pour moi. Dis-moi, quand tu étais en Europe, est-ce que toi, tu avais... est-ce que tu avais tes patrons, par exemple, que tu dis, oui, lui là, il gère bien, je pense que quand je vais rentrer, je vais mettre en place un truc ici. Complètement. Bah oui, je pense que mon premier travail, c'était une boîte de marketing web où oui, j'ai regardé comment ils faisaient. J'ai pris différents postes, j'ai travaillé à différents endroits, etc. Avec du recul, je me suis dit, mince, j'ai peut-être été un peu trop vite. Il y a des trucs que j'ai oublié d'apprendre, que j'ai pas su... je pensais avoir compris les choses, mais
Dunning-Kruger effect. Je me suis en fait, non, il y a des trucs que je connaissais pas encore et que j'aurais peut-être pu mieux apprendre avant de m'engager tout seul. Et comment tu fais pour combler ce vide? Internet, des recherches, essayer de comprendre, essayer de faire trouver des mentors en ligne, des vidéos sur YouTube qui vont t'expliquer différents domaines pour comprendre un peu mieux. Et puis... Tu vois, quand on voyage, quand on fait des études en Europe et tout ça, et quand on rentre au pays, pour quelqu'un comme toi qui n'a pas forcément fait le tour au Togo, tu vois, qui n'est pas, j'allais dire qu'il n'est pas togolais, qui n'est pas togolais, on a tendance à appliquer ce qui se passe en Europe ici. Tu n'as pas eu ce problème-là? Bah non, pas tant que ça, parce que j'ai voulu m'adapter, quoi. J'ai pris les Tu as choses pu? telles qu'elles étaient. J'ai pu, au mieux que j'ai pu, ouais. J'ai pu, avec l'aide de ceux qui étaient déjà là, avec ma mère, discuter quand je prends une décision, je dis qu'est-ce qu'elle en pense. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que non, parfois, c'était à moi de pouvoir avoir ma propre vision des choses et puis d'appliquer ce que je sentais être le mieux. Parfois, on se dit, oui, il y a une différence de culture entre l'Europe, etc. Je pense qu'à la fin, on est tous des êtres humains et pas si différents, en fait, les uns des autres, hein, avec des motivations qui sont juste différentes. Si la personne elle sait ce qu'elle doit faire, elle sait comment le faire et elle est motivée, ben, c'est la même chose que partout, hein. Donc après, il reste à savoir, est-ce qu'elle sait le faire, comment former les gens. Parfois, ça manque ici. Parfois, c'est ce qui va te différencier. Les gens n'ont pas la même éducation. Donc, c'est comme, est-ce que ça va être à moi de la former? Est-ce que je vais devoir lui apprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui apprendre? Et qu'est-ce qui la motive aussi? C'est des questions à poser. Parfois, tu te dis, mais pourquoi cette personne fait ça? Qu'est-ce qui la motive réellement? C'est moins évident parfois, mais voilà, on s'adapte, hein. Je vais revenir sur la bouteille Kalindi, tu vois. Tu as su créer un produit unique. On va se le dire, je pense que même dans 10 ans, j'espère qu'il n'y aura pas de Togolais qui va sortir comme ça. On croise les doigts. S'il y en a d'autres qui sortent, qui se débrouillent. Moi je te pose la question, comment créer un produit unique? Tu répondras à quoi? Il faut répondre aux besoins, ça dépend du besoin. Tu pars du besoin et tu fais à l'envers. Et qu'est-ce que les gens veulent? Au-delà d'un produit, qu'est-ce que les gens veulent réellement? Ils veulent plein de choses, ils peuvent vouloir être fiers, ils peuvent vouloir être aimés, etc. Et puis dans ce cas-là, nous, c'était vraiment se dire qu'on voulait un sentiment de fierté. Se dire que putain, mais je suis fier de ce que nous on fait. Comment faire quelque chose que les gens sont fiers? Il faut que ça soit bien fait. Donc vraiment, en termes de qualité. Toujours se dire que tu vas essayer de faire le mieux que tu peux. Et parfois, ça suffit pas. Parce que le mieux de quelqu'un n'est pas aussi bien que le mieux d'une autre, tu vois. Donc, il faut se former. Il faut essayer de voir comment on fait ailleurs. Essayer de toujours prendre du feedback, essayer de faire bien. Si tu avais Kalindi en tête, imagine, tu es rentré à Lomé et que les parents n'avaient pas les 30 millions. Tu penses que tu aurais utilisé le projet? Ouais, parce que c'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. Et ça, c'est comme je te dis, ça s'est pas mis d'un seul. C'est pas un jour, on s'est levé, on a dit tiens, on met 30 millions et voilà comment ça va se passer. Ça s'est vraiment fait très progressivement parce qu'il y avait des retours. On commence tout petit. On commence sur fonds propres. Avec moi, je commence mes premières bouteilles avec ce que j'ai, etc. Et au fur et à mesure, on se dit bah vas-y, on commande un container. Donc ce container, parce qu'on a tout vendu. On a commandé la première commande, on a tout vendu. Donc on commande le container et on fait ça. Et progressivement, on se dit ok, viens, on prend un lieu. Et le lieu, on le développe. Et c'est tous ces genres de petits trucs-là sur plusieurs années. Ça paraît gros comme ça, mais quand tu penses que c'est de l'argent qui est réinvesti, qui revient, etc., étalé sur plusieurs années, c'est pas aussi excellent. Quand on parle d'entrepreneuriat, il y a un mot qui ne se détache jamais, c'est l'argent. C'est investir de l'argent, sortir de l'argent, réinvestir, gagner de l'argent, payer les collaborateurs, payer tout ça. Comment toi tu gères l'argent? Il y a beaucoup commencé. Est-ce que, à titre personnel, tu es quelqu'un de dépensier? Non, tu me diras non, parce que oui, tu te contentes vraiment du peu que tu as et tout. Maintenant, par rapport à l'entreprise, comment tu gères? On réinvestit beaucoup. Hein. Tout est toujours tourné vers le futur. C'est ça qui est difficile. Quand tu es entrepreneur dans ma situation ou sur des fonds qui sont personnels ou un truc, tu fais pas tant que ça de distinction entre ton argent et l'argent de la société. À chaque fois que tu fais une dépense, tu te dis mais ça serait pas mieux que je le fasse pour ça? Ça serait pas mieux que je le fasse pour améliorer ces trucs-là, pour penser à faire mieux, pour réinvestir dans ça. Donc, c'est ça. Dès qu'on gagne un petit peu, on essaye de le remettre dedans pour développer un nouveau produit, pour essayer d'améliorer le processus, etc. Dans l'écosystème togolais,
il y a ce truc où les entrepreneurs, je vais attaquer un peu ton look, tu vois. Problème. Oui. Les entrepreneurs, c'est des gens, ils sont coiffés, en veste tout le temps, tu vois. T'as ce look entrepreneurial de l'Europe un peu. Mhm. Ça te porte pas préjudice un peu? Quand tu vas négocier des deals, par exemple, on va pas Non, confier de je l'argent pense pas. à celui qui a les cheveux. Non, je pense pas, parce que je demande pas d'argent aux gens. Ok. Comme j'ai un produit à vous proposer, je dis c'est tout. Est-ce que le produit vous... Moi, je me vends pas moi. Justement, mais tu sais que nous sommes dans un écosystème où on juge beaucoup à l'apparence. Oui, quand les gens ont besoin de l'apparence pour vendre un produit, oui. Ok. Mais pas dans mon cas. Dans mon cas, c'est pas moi que je vends. Je suis décalé, je sais pas ma tête qui est sur Calendly. C'est un produit que les gens achètent parce qu'il leur plaît à eux. Ils l'achètent pas pour me faire plaisir, ils l'achètent pas pour moi, ils l'achètent vraiment pour eux. Donc à ce niveau-là, peu importe qui je suis derrière, je leur présente le produit. Et est-ce que ça vous plaît? Oui. C'est tout. Ok. Ça, c'est les gens qui vont acheter. Imagine, pas par rapport au... Je sais que tu ne demandes pas de l'argent. Aux investisseurs. Et oui. Moi, je pense qu'un investisseur aussi, pareil. Je pense qu'à la fin, il veut juste savoir est-ce que tu es quelqu'un qui va être capable d'amener le projet à terme. Et en tout cas, j'ai jamais vécu, Une situation comme ça. ouais, jamais senti que mon look ou mon apparence pouvait avoir un impact sur la manière dont les gens me traitaient. Ok. Par rapport au look, moi j'ai une question. Moi je t'ai connu avec des locks. sur la Ouais, tête et c'est tout ça. vrai, c'est vrai. Après, c'est tu as vrai, levé. C'est vrai, Pourquoi? c'est vrai. À ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'était plus une réflexion personnelle. Ok. Et je me suis dit que ça me ressemblait pas. Ok. C'est juste ça. Je me suis dit, tiens, un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que ça me ressemble pas. C'est pas quelque chose qui me correspond tant que ça. Et l'image que je renvoie n'est pas la mienne. C'est pas adapté à mon image. Donc, j'ai dit, bon, non. C'était stylé, j'aimais bien, mais c'était pas le moment. Ça ressemblait plus à une star ou quelque chose. Donc je pense que quand on est entrepreneur et tout, il faut s'adapter à l'environnement ou bien laisser l'environnement s'adapter à nous. Non, il faut s'adapter à ce que tu veux. Peu importe ce que tu veux. Si tu veux atteindre quelque chose et que ton look t'empêcherait de l'atteindre, ben, il faut pas le faire. Si ton look il t'empêcherait rien du tout, ben, tu fais comme tu veux. Je pars toujours de, ouais, t'as raison. Si jamais je sentais que mon look ou quelque chose pouvait me porter préjudice, ben, je ferais en sorte de l'améliorer pour que ça me porte pas préjudice. Après, la question, c'est parfois tu sais pas à quel point ça te porte préjudice. Et justement. C'est un pari que tu dois prendre. C'est un pari que tu fais. Comme tout dans la vie, on fait un pari. Tu dis, tiens, je pense que non, ça me porte pas préjudice. Jusqu'à preuve du contraire. Et puis quand le contraire est prouvé, ben, tu changes. Comme je le dis encore, pour ceux qui connaissent, j'ai la chance d'avoir travaillé au Calendly, j'ai de collaborer beaucoup avec toi. Et il y a ce truc-là que tu as. Un jour, je pense que je te voyais, tu avais ton téléphone en main qui était tellement cassé. Tu vois, c'est tellement cassé que... Mais tu continues d'utiliser, tu vois. Et moi, je te demande, mais gars, c'est quoi le problème? C'est quoi le truc, tu vois? Et puis tu me dis, non, mais en vrai, il faut changer le téléphone quand ça marche plus. C'est pas quand c'est cassé, en fait. Ouais, quand ça te pose un problème, quoi. Oui. Bah oui, mais c'est... Tu vois, et moi, ça me pose la question. À quel moment tu sens qu'il faut sortir de l'argent? À quel moment tu penses que dans la vie d'un entrepreneur, il faut sortir vraiment de l'argent? Et que ça dépend des phases. Hein. Il y a plusieurs phases. En phase, parfois, tu as des besoins d'argent, donc là, tu n'en sors pas. Parce que tu dois développer, tu as des obligations, tu as des trucs à faire. Il y a des périodes où ça fonctionne mieux et tu as plus de liquidité. Dans ce cas-là, tu peux te permettre de faire des changements. C'est vraiment une question au cas par cas. Il n'y a pas de règle générale. C'est vraiment, est-ce qu'il y a de la liquidité? Est-ce que j'ai d'autres projets à prioriser? Voilà. Est-ce qu'il y a un problème à régler? S'il n'y a pas de problème, ben, pas besoin de... Quand on est entrepreneur, il y a aussi le côté administratif de la chose. Je pense que c'est le côté où tu travailles à l'administration, au TR. Ça, c'est pas pour moi. Je sais que... Ça, je suis un anarchiste. J'ai du mal. C'est justement, je sais que tout ce qui est administratif, c'est pas ton truc et tout Ouais. ça. Mais en tant que patron, je pense que tu vas peut-être avoir une idée sur ça. Et que ça t'a peut-être porté préjudice un peu. Oh, complètement. Bah oui, mais ça, on n'est jamais prêt pour ça. Quelle leçon tu as appris de ne pas s'occuper de tout ce qui est administration? Que c'est pas que c'est pas bon, quoi. Ouais, la vie réelle, c'est pas ça.
Non, que c'est dur, que c'est un frein, que je comprends pourquoi c'est si difficile. Parce que ça suffit pas d'entreprendre, d'avoir une bonne idée en fait. Je me rends compte que... Après, je sais pas, c'est partout comme ça. En tout cas, localement ici, avoir une bonne idée, ça suffit pas. Avoir des fonds, ça suffit pas. Il faut vraiment être... tu passes plus de temps à la fin des moments à faire de l'interne, à organiser les choses, plutôt qu'à développer ton projet. Ça, c'est un peu embêtant. Mais bon, fais avec. Hein. Parce qu'un jour, nous étions là, et puis je t'ai venu, puis tu me disais, mais regarde, Shadow, regarde. Mais s'ils veulent qu'on ferme l'entreprise, qu'ils me disent. Mais complètement. Non, mais ça m'est arrivé. Je te dire, j'arrête tout. Laissez-moi tranquille, j'arrête tout. Je fais de l'immobilier, et puis c'est tout. Ne me cassez pas la tête. Tu es là, tu te bats, tu te réveilles comme vraiment pour faire un projet pour tout le monde, pour rendre fier le maximum de personnes. Tu te donnes de toi. Tu sais que tu pourrais être un escroc et faire des trucs beaucoup plus faciles. En tout cas, pas. Mais non, tu te donnes les moyens de faire les choses bien. Bon, tu rends les gens heureux. Ça fait plaisir quand les gens te disent qu'ils apprécient ce que tu fais, heureusement. Mais à côté de ça, bon, tu as l'administration qui, elle, est contre toi. Mais vraiment contre toi. C'est un combat que tu mènes contre l'administration à te dire, mais est-ce que je vais m'en sortir, en fait ? Parce qu'on te veut ta peau. On s'en fout que ton projet... On dit, ok, non, on veut être payé, on veut de l'argent, on veut... Donc tu dois, alors que tu te dis, mais pourquoi ? Vous avez rien fait pour moi ? Moi, Ouais, je pose une question, Lino. Est-ce que tu ne dis pas parfois que c'est parce que tu ne veux pas jouer un peu le rôle togolais, tu vois ce que un peu le jeu ? Oui. Parce que, non, par exemple... parce que je l'ai entendu de plein d'autres personnes, en fait. Oui, ils acceptent de jouer le jeu. Ils acceptent de jouer le jeu, ils jouent au jeu, ils payent, ils font des trucs, mais c'est dur. C'est dur. Je sais pas, chacun... Mais c'est dur pour tout le monde. Vraiment, c'est dur pour tout le monde. Que tu veuilles le jouer ou pas... Est-ce que toi, tu conseillerais à quelqu'un de rentrer au pays pour entreprendre au Togo, un peu ? Oui. Beaucoup d'amis. Je discute avec des amis qui comme j'avais fait mes études partout, qui est aussi au Canada, qui pensent à rentrer, etc. Ça dépend. Ça dépend de qui tu es. Tu vois, mon frère et ma soeur, ils sont toujours là-bas. Ils sont bien là-bas. C'est adapté à eux. Ils n'ont pas ce besoin de se sentir utile ou quoi que ce soit. Ils aiment avoir leur petite maison. Aller faire il y a des gens, ils adorent ça. Donc pour ces personnes-là, absolument pas. C'est pas fait pour eux. Pour les gens qui... Mais limite, c'est pas un choix que tu fais, en fait. Tu te sens comme contraint. Tu sais que t'as pas le choix. Si tu restes là-bas, c'est pour mourir. T'es comme... C'est pour être malheureux. Comme non, c'est pas... J'ai pas envie d'être malheureux. J'ai envie de donner un sens à ma vie. J'ai envie d'une aventure plus intéressante que celle qui est tournée vers moi-même et métro boulot dodo, quoi. Je veux plus que ça. Dans ce cas-là, tu rentres et tu essayes de faire quelque chose. Que ça marche ou pas, c'est pas le problème. C'est juste l'idée de mener une vie plus excitante. Dans ta phase entrepreneuriale, est-ce que tu as eu à perdre beaucoup d'argent ? Personnellement, bah oui, il y a eu des phases où tu perds de l'argent. Ça dépend, c'est-à-dire quoi perdre de l'argent ? Se faire voler ? Se faire voler, se faire extorquer par des entités étatiques. Attends, moi, je veux bien que tu me donnes que tu me racontes un peu, s'il te plaît. Se faire voler, oui, on y va. Se faire voler, bon, ben, ça dépend. Parfois, quand tu n'aimes pas l'administration, tu fais confiance à d'autres personnes, etc. Et puis, tu te retrouves avec des personnes qui ne sont pas toujours honnêtes et qui exploitent le fait que tu leur fasses un peu trop confiance. Et non, un comptable qui a pris 5 millions. Mais bon, tu vois, quand tu t'en rends compte, tu dis merde, et puis tu refais ton système, tu te dis bon, c'est le jeu. Ouais. Il a joué un jeu, et puis donc tu remets les trucs en place, tu essaies de reconstruire ton système pour que ça soit plus solidifié pour le futur. Tu continues, et puis un autre jour, ça va être une organisation étatique qui va venir te dire que bon, monsieur, on pense que vous devez nous donner un peu plus que ce que vous avez. Et tu te dis comment ça ? De quoi vous parlez ? Et là, ils te disent 65 millions. Je dis quoi ? D'où ça sort ? On a fait nos calculs. Vous nous devez cette somme-là. Fermez l'entreprise et laissez-moi tranquille. Si j'avais 65 millions que j'ai refusé de vous donner parce que je les ai faits et que j'ai ça, mais je serais grave heureux de vous les donner. Non. Tu vois, donc des trucs comme ça et tu dis compliqué.
Quand tu as voulu bien faire les choses en plus, quand tu te dis non, j'ai voulu bien faire les choses, tu te dis que tu vas essayer de carrer justement parce que tu veux pas te retrouver dans cette situation. Mais on se dit non, personne n'est carré ici. Donc si toi, tu nous as montré ça en étant carré, on veut savoir ce que tu n'as pas montré en étant malhonnête parce que personne n'est honnête. Donc c'est un jeu qu'il faut... bon. Quand tu refuses de jouer un peu. Un petit peu, oui. Mais bon. Finalement, tu prends que des... À la fin, tu négocies comme tout le monde et tu essayes de faire baisser les chiffres. Hein. Surtout pas payer, voilà. Waouh. Je pense que c'est la réalité que tout entrepreneur un jour fait face et tu n'es pas prêt. Ça, tu n'es pas prêt à ce moment-là. Tu n'es jamais prêt. Tu n'es jamais prêt. Ça n'arrive pas la première année, c'est pas la deuxième année. En plus, les gens, ils peuvent parfois vraiment avoir une idée de... Tu sais, le visuel des choses peut être loin de la réalité. Tu peux avoir l'impression qu'on est une énorme entreprise, on a une distillerie, une usine, qu'on est forcément... Comme gars, on se débrouille juste. Hein. On fait juste de notre mieux, on fait quelque chose de qualitatif, on essaye de faire bien, mais... Voilà, on se bat, on pédale. Tu vois, c'est comme le canard qui à la surface est tout calme, mais derrière, sous l'eau, il pédale comme un malade. Ben, c'est ce qu'on fait. Et c'est le jeu. Hein. Quand on lance une entreprise, ce qui fait l'entreprise, ce qui fait avancer l'entreprise, c'est l'humain. C'est les ressources humaines. Soit tu as une bonne équipe qui t'avance très loin, soit tu as une mauvaise équipe qui te retarde d'effort. Comment tu recrutes, par exemple? De manière opportuniste, hein. En général, je rends compte que ça dépend. Il y a tous les profils. Certaines personnes, ça va être que j'ai rencontrées, et puis on a discuté, et puis j'ai dit que c'était intéressant, et je dis, on tente et tout. Puis d'autres personnes, ça avait été sur des recommandations, etc. Et tiens, je connais cette personne, elle peut être intéressante, et puis on s'adapte. Est-ce que, du coup, ça veut dire que tu n'as pas vraiment un process et tout? Non, pas encore. Tu penses qu'il ne faut pas en avoir? Si, il faut en avoir. C'est important. Qu'est-ce que le fait de ne pas avoir de process t'a appris de positif et de négatif? Écoute, si c'était que ça va moins vite, un process c'est important. Ça permet vraiment de structurer le truc, d'avancer, de mieux savoir ce que tu veux, etc. Ça permet d'atteindre plus vite son objectif et tout. C'est clair. Mais parfois tu vas juste avec le flow. Hein. Tu vas juste avec la vie telle qu'elle est. T'es pas pressé. Tu te dis bon, on prend la vie telle que ça vient et puis on avance. Tant que ça avance, et puis voilà. Tu fais les choses petit à petit, et tu te presses pas, et ça peut fonctionner aussi, plus lentement. Mais bon, c'est pas une course. Ça dépend vraiment de ce que tu veux comme objectif, ce que tu as envie d'atteindre. Si je dois être le plus rapide possible pour un objectif, non, il faut un process absolument, essayer de recruter et tout. Il y a à peu près ça. Hein. Ça t'a appris quoi, je veux dire... négativement, parce que là, tu parles de comptable qui t'a volé 5 millions. Oh, voilà, ce genre de choses. Mais ça, bon, est-ce qu'on peut vraiment s'en prévenir? Si tu fais confiance aux gens et puis ça arrive, je pense que tu peux pas... En fait, je pense même que... On avait cette discussion un jour, tu me disais que tu étais fatigué des gens. Tu es fatigué de collaborer avec le Togolais, je veux dire. Le Togolais, parce que quand tu donnes confiance... avec les gens, je pense, en général. Ouais. Ça dépend. Vraiment, peu importe la nationalité, je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens à qui c'est compliqué. La plupart des personnes, c'est compliqué. Je pense que c'est comme ça partout dans le monde. Et ça fait du sens. Parce que tu es comme, oui, c'est quand même compliqué. Il faut trouver un objectif commun. Tu recrutes quelqu'un. Tu te dis, OK, comment faire pour que cette personne elle soit intéressée à rentrer dans ton aventure avec toi? À quel point? Comment? Genre, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a plein de facteurs à prendre en compte et tout. Donc, tu avances comme tu peux. Et puis... J'aime beaucoup la discussion parce que quand tu parles, on sent un entrepreneur qui entreprend, qui laisse, qui veut. Tu vois, il n'y a pas forcément cette fougue-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Je sais que je ne suis pas typique. Je sais que je vais pas te faire des grands discours sur la force de la motivation et le bonheur et l'argent et tout ça. Non, le self-made man qui réussit à tout prix. Non, je suis beaucoup plus. Non, c'est une formule. Écoute, c'est propre à moi-même. Je sais que c'est pas un modèle et tout. C'est juste que c'est comme ça que moi je suis. C'est comme ça que je me sens bien et j'ai rien à prouver à personne. Je fais pas ça pour prouver à quelqu'un que j'ai réussi.
j'ai beaucoup été aimé dans ma vie. J'ai jamais eu besoin de prouver que j'avais de la valeur aux autres. J'ai jamais senti, tu vois, une volonté de prouver aux autres, de leur montrer que regardez, je vais réussir. Regardez ce que je vais faire. Je sais que c'est le moteur de beaucoup de personnes. C'est le moteur de beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui ont la rage parce qu'ils veulent prouver aux autres qui sont dignes ou bien qui sont forts, qu'on s'est moqué d'eux avant, on a cru qu'ils n'allaient pas réussir et qu'ils vont prouver à tout le monde. Je sais pas, j'ai eu un peu la chance ou la malchance, ça dépend, comme on le voit, d'avoir l'inverse, d'avoir toujours eu des gens qui ont cru en moi, d'avoir toujours senti l'amour des gens autour de moi. Donc quand je fais les choses dans ma vie, c'est pas pour prouver aux autres, c'est vraiment juste pour kiffer personnellement. Et quand ça me plaît pas, j'ai du mal. Donc c'est ça, je fais des choses que j'aime pour les autres, pour moi, et sans avoir d'horloge, sans être pressé par le temps, sans me sentir contraint de vouloir faire les choses à tout prix vite, etc. C'était quelle année la plus rentable pour Kalindi? Vous avez gagné combien cette année-là? Non, je dis pas. On dit Je dis pas. Non, tu ne dis pas ou bien on ne dit pas? Je le dirai pas. Parce Ok. que c'est. Non, on parle en termes de chiffre d'affaires. Je dis pas. C'est faux. J'ai pas confiance. J'ai pas confiance aux gens d'ISP. J'ai pas confiance aux gens. Parce que tu vas dire un chiffre, peu importe ce que c'est. D'ailleurs, je peux dire ce que je veux, je peux mentir, Oui. ça n'a aucune valeur. Et derrière ça, après, on va venir me taper à ma porte pour dire Monsieur Chosy, etc. Vous me devez. Que vous parlez chiffre d'affaires, les gars. C'est dommage, hein. En plus, moi, j'aime la transparence de base. J'adore discuter de ce genre de choses. Je trouve que c'est intéressant, mais voilà. Malheureusement, l'environnement ne nous le permet pas. Mais bon, on va dire en termes, on est autour. Je pense que ça va être autour de. Allez, entre 50 et 100 millions. C'est quelle année? Je sais plus. Je pense que ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Intéressant. Alors, c'est quoi le système de distribution pour vous? On est à la fois producteur, distributeur. Voilà, donc on fait à la fois, c'est nous qui produisons et puis en même temps on va essayer de trouver des revendeurs, des grandes surfaces, etc. Et là on développe dans d'autres pays. On va partir à Cotonou. On a créé une distribution aussi à Cotonou et puis là je pars en France pour créer la distribution en France aussi. En fait, j'ai une Vers question. l'Europe. Quand on est au Togo, pour ceux qui connaissent le Togolais de l'Afrique de l'Ouest, le mot Sodabi, mais le Sodabi n'est pas associé à ce qui est positif. Ouais, souvent je dois dire, mais c'est de l'alcool, doucement. Tu vois? C'est du sodabi. Mais gars, c'est du sodabi, c'est de l'alcool, C'est c'est ça. tout. Non, en fait, c'est tellement intimement lié à la culture que quand on parle de... La personne peut être sous l'un, même si ce n'est pas du Sodabi que la personne a bu, on associe les deux, tu vois. C'est tellement présent que... Et tellement que... Tu imagines que les gens, quand ils veulent, par exemple, boire de l'apéritif pour manger, c'est du sodabi, ils se cachent pour boire. Ouais, je sais. Ma mère me disait ça, elle n'était pas forcément d'accord qu'on mette le mot sodabi sur la bouteille. Mais vous l'avez mis, c'est quoi l'idée derrière? Juste de se réapproprier les choses, de se dire que non. Je pense que ça fait partie de notre culture et que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir valoriser. De se réapproprier. Tu sais, quand on entreprend dans le sodabi, dans la liqueur et tout, les gens se disent non, vous n'avez pas autre chose que de saouler les gens, de la saouler les gens. Mais j'ai jamais eu trop de reproches à ce niveau-là. J'ai jamais été. C'est des critiques que je peux entendre, hein, mais c'est pas pour rien que je suis une bouteille on essaie de faire plus que ça. L'idée, c'est pas un produit qui est fait pour se saouler. C'est vraiment un produit qui est fait pour être apprécié. Le contenu, c'est fait pour offrir. C'est pas une bouteille que tu achètes tous les jours pour boire. C'est vraiment un petit plaisir que tu te fais de temps en temps. Si je voulais saouler les gens, ça serait une bouteille à 1000 francs en plastique. Avec c'est la vie simple. Tu achètes et puis c'est tout, tu vois. Un Kukao. Ça serait le nom de... Un Kukao. Un Kukao par Kaliendi. Voilà, ça serait le produit qu'on ferait pour... Mais non, je veux pas. En fait, moi, quand je travaillais ici, je pense que j'avais beaucoup cette approche-là.
Ils ont demandé c'est quoi la contenance. Tu dis ça Mhm. fait 0,5 litres. Ah, vous là, vous nous vendez 0,5 litres à 10 000. Mhm. Comment tu fixes le prix? Comment le prix est fixé depuis la base? Oh, c'est compliqué, mais je pense que ça a été juste une idée où on s'est dit non, ça va être autour de 10 000, c'est rond, on part de là et on construit à partir de là. Et puis voilà, tant que ça rentre dans nos prix, tant que ça permet de faire une marge, d'avoir des revendeurs qui peuvent faire une marge, c'était ça l'idée. Et puis avec le temps, bah, on se dit qu'on va développer d'autres produits qui vont être sûrement plus chers, moins chers, ça dépend. Il faut que ça soit pas accessible au grand public. Parce que comme je te dis, je veux pas saouler les gens. Et je veux pas que ça soit un truc, c'est pas au grand public. C'est quelque chose qui est spécial à boire de temps en temps. Voilà. En fait, quand on a un produit intégré premium, comme tu le décris, tu vois, il faut toute, comment dire, toute la communication qui va avec. C'est des coûts, c'est beaucoup d'argent. Ça pourrait être, ouais, c'est illimité. Je pense que tu le sais, ça Oui. peut être illimité. C'est une question de maintenant, qu'est-ce qu'on a comme finance? Qu'est-ce qu'on a qui permet d'être dégagé pour ce côté-là? Mais plus tu en as, plus tu te finances, plus tu développes la publicité. C'est vraiment un moteur pour toutes ces entreprises de consommation. Toi, par exemple, qui crée et distribue un petit premium comme ça, est-ce que tu te dis, OK, au début de cette année-là, j'ai ce budget communication, Non, on n'est marketing. pas assez structuré pour pouvoir faire ça Ok. aujourd'hui. Mais ça serait important de le faire dans le futur, quand on aura une structure, quand on sera quand on sera financé ou quand il y aura des fonds supplémentaires, on pourra faire ce genre de choses. Non, aujourd'hui, on y va plus avec le flow. On y voit comme on le sent, avec ce qu'on a à ce moment-là, si on a d'autres projets et tout. Et puis on va voir. De toute façon, là, on part en Europe. Je pense que c'est un nouveau marché qui peut être très intéressant à développer. C'était le marché principal pour lequel même le produit existait de base. À quel moment on se dit, OK, c'est bon, c'est le moment d'aller dans un autre pays voilà. Ça peut être quand tu as l'impression que les efforts que tu fais localement, il faut faire de plus en plus d'efforts pour de moins en moins de résultats. Tu as atteint le gros. Tu vois, tu as fait... Là, tu peux continuer à vendre plus, mais ça demande de plus en plus d'efforts. Dans ce cas-là, tu peux recommencer ailleurs, tout simplement. Voilà. Moi, c'était l'idée que j'ai eue derrière ça. Une fois que j'ai eu l'impression que, bon, on peut en vendre encore, mais bon, on a quand même touché à peu près ce qu'on voulait toucher, autant partir et essayer de le faire découvrir ailleurs. OK. Et pourquoi la France exactement? Je pense que c'est une porte, c'est sur l'Europe. C'est une porte sur l'Europe. Il y a énormément, c'est un peu le centre du monde, hein. Et l'Europe, c'est le centre du monde. Et ça permettrait d'avoir nos produits comme ça qui seront découverts et notre culture qui sera découverte par le reste du monde. C'est l'idée. D'apporter quelque chose de nouveau qu'ils ne connaissent pas là-bas. Intéressant. Mm. Quand on a commencé l'interview, tu me dis, ah, gars, tu sais, moi, je suis très bref. Hein. Je parle pas beaucoup, c'est mon d'être et tout ça. Mais je pense que c'est intéressant. Quand on travaille beaucoup comme ça, il faut se remettre en forme. J'ai interviewé beaucoup de personnes qui disent le sport, c'est important. Ouais. Toi, tu as des passe-temps comme ça? Mal. Trop. Moi, je fais beaucoup de sport. Je fais beaucoup de sport. La compétition, j'aime beaucoup. En général, en fait. Tu vois, bizarrement, là où dans le travail, je vais pas être quelqu'un de très compétitif, où j'ai pas cette volonté de vouloir écraser les autres ou de vouloir être le meilleur. Et tu me mets sur un terrain de sport et là, c'est pas la même chose. Il y a un paradoxe quand même. Là, il faut gagner de l'argent, tu fais pas beaucoup d'efforts. J'ai une réflexion personnelle sur ce sujet-là. Hein. J'ai réfléchi. Parfois, je m'assois et je pars dans mes pensées, j'écris pour réfléchir et développer un sujet. La question que je m'étais posée, c'est pourquoi est-ce que certaines choses me motivent et pas d'autres? À l'école, par exemple, j'ai jamais été motivé à être le meilleur. J'ai jamais voulu être le meilleur de la classe. Et au fur et à mesure de mes réflexions, j'ai compris qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu pour vouloir me motiver à être le meilleur. Et dans le sport, c'est admis que tout le monde cherche à être le meilleur. C'est valorisé de dire qu'on veut être le meilleur. C'est sain. Tu fais du sport, tu es en compétition, tout le monde joue au même jeu. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Il y a un côté, on sait tous dans quoi on s'est engagé, et jamais j'irai commencer à me battre à faire du sport avec quelqu'un qui n'en fait pas pour vouloir le gagner. Le business, c'est un petit peu différent. On n'est pas dans le même jeu. Tout le monde a un peu son jeu,
Et c'est bizarre de vouloir écraser les autres. Moi, ça m'intéresse pas de jouer... Je fais du tennis. D'aller faire un match contre un débutant et le gagner, ça m'intéresse pas du tout. C'est pas juste, c'est pas fair. On n'a pas le même degré du truc. Donc moi, je veux m'affronter contre des gens qui ont mon niveau. Et je veux gagner des gens que j'ai du mal à gagner. Dans le business, c'est pas la même chose. Tu te retrouves avec des gens qui sont des débutants. Je dois essayer de les écraser et leur montrer et leur dire je suis plus fort que toi. Je trouve ça malsain un petit peu. Je suis comme, fais ta vie. Je me sens pas je trouve pas j'en tire aucun bénéfice d'être le meilleur que les autres dans le business. Là où dans le sport, j'en tire un bénéfice. Donc c'est pour ça, je pense que derrière, dans le business, j'ai pas de volonté d'être le meilleur. J'ai volonté de faire bien. Et dans le sport, je peux avoir une volonté d'être le meilleur en faisant bien. Tu vois, dans le business aussi, il y a ce côté où on dit, nous sommes dans un Togo, on va le dire. Il faut un réseau, tu vois. Il faut un réseau, il faut un te griffe, tu l'as dit, mais des coups bas et tout. Tu vois ce que je veux dire, non? Il faut être au courant de cette information-là très tôt pour pouvoir faire les choses, tout ça. Mais je suis pas sûr que toi tu sois dans ce game-là. Non plus. Parce que c'est le game du hack. Tu vois, c'est trouver une solution rapide pour avoir quelque chose. Ça va durer. Comme je t'ai dit, c'est la même chose que inviter tes potes pour venir chez toi, pour qu'ils payent pour un truc. C'est pas un système qui est tenable. Tu vas pas le faire tout le temps. Tout le temps, tu es là en train de chercher c'est quoi le nouveau truc que je dois faire, c'est quoi le nouveau produit que je dois vendre, c'est quoi la nouvelle technique que je vais faire pour pouvoir réussir. C'est pas soutenable. Tu peux pas te concentrer sur quelque chose si tout le temps tu es en train de chercher des techniques pour... Faut trouver un système et essayer de le faire et être le meilleur. Et choisir un truc qui te fait plaisir et t'essaies de faire ton mieux dans ce niveau. Si c'est vendre des t-shirts, let's go, concentre-toi sur ça. Fais une marque de t-shirts et tu te dis, mais comment tous les jours tu te relèves et tu te dis, comment je vais faire le meilleur t-shirt possible? C'est quoi mon objectif? Comment je vais faire le meilleur t-shirt? Parce que j'aime ça, parce que je veux que ce soit beau, je vais être fier de mon produit. C'est pas comment je vais vendre un t-shirt aujourd'hui à un ami ou à quelqu'un pour trouver une manière de faire de l'argent. Et la personne achète une fois et elle dit c'est pourri et t'es comme bon. Tu te dis pas parfois que c'est... Quand tu joues pas à ce jeu-là, c'est beaucoup d'argent que tu perds? Potentiel peut-être, hein. Sur le long terme, sur le court terme oui, sur le long terme je pense pas. Sur le long terme je pense pas. Les gens qui sont tout le temps, en général ils passent leur vie à faire ça. Sur le long terme je pense pas. Comment on vend un produit des millilitres à 10 000? Qu'est-ce qu'on dit à la personne qui va acheter? On lui explique que ce produit a été fait avec des choses de qualité et que c'est un produit unique et que justement c'est pour son exclusivité qu'il va l'avoir à ce prix-là. Et 10 000, je trouve que c'est pas assez cher en fait. Si je devais recommencer, je le ferais beaucoup plus cher. Combien? Ça dépend en fait du produit. Pour nos liqueurs, actuellement, je pense que c'est correct. Mais je développerai des produits plus premium encore. Des produits qui sont vraiment plus exceptionnels, où l'investissement est beaucoup plus important. Et si on peut monter à refaire des sodas vieillis en fût de chêne, monter à 75, 120, 1 million, pas de problème. Tant que ça suit, tant que la qualité derrière est suit, tant que le produit, c'est l'objectif. Faire du mieux, jusqu'à ce que... sans limite. Est-ce qu'il y a le marché qu'il faut au Togo et tout? Parce que, tu vois ce que je veux dire? Parce que on sait que Mais il faut se dire que de base, notre produit, il n'est pas fait exclusivement pour le marché togolais. C'est vraiment un produit qui est fait pour l'international. C'est comme, moi j'aime bien comparer à l'équipe de foot du Togo, tu vois. C'est l'équipe de foot du Togo, mais elle n'est pas faite pour le local. Elle n'est pas faite pour faire des matchs contre les Togolais. Elle est faite pour faire des matchs contre la France, contre l'Allemagne. C'est la même chose que pour nous. Nous, on veut un produit qui sera compétitif à l'international, qui va être en compétition avec des produits internationaux, avec des vins français, des liqueurs allemandes, Jägermeister, Amarula, Baileys. C'est parti. Nous, c'est contre eux qu'on veut s'affronter. C'est pas sur le marché togolais qu'on veut réussir. C'est le marché mondial. Donc, il faut qu'on soit bon, il faut qu'on fasse les choses bien, qu'on rende fier le pays. On va aller affronter, on va aller gagner, on va aller se battre contre d'autres pays, contre d'autres produits, d'autres cultures, et puis on va essayer de faire sortir notre culture gagnante. Montrer que notre savoir-faire, il peut être valorisé à l'international. Je parlais de quelques clichés que les gens sur l'entrepreneuriat. Je vais en citer 3 ou 4. Tu me diras ce que tu en penses et tout. Le premier, c'est l'âge est un frein à l'entrepreneuriat. Dans quel sens? Quand tu es jeune,
quand tu entreprends, quand tu as des produits, tu vas vouloir qu'on mette de l'argent pour toi. Tu es trop jeune pour qu'on te trouve de l'argent. Je pense que oui. Je pense que l'âge joue un rôle. Je pense que c'est plus facile quand tu as de l'expérience qu'on te fasse confiance que quand tu es jeune. Faire, mais ça dépend du domaine après. Du coup, il y a des domaines qui sont plus faciles pour les jeunes que pour les adultes. Pour les vieux. Je pense que je suis un adulte maintenant. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Avec des cheveux teintés et tout. Mhm. Il faut être diplômé pour entreprendre. Non, ça, c'est vraiment pas vrai. Je pense que ça, c'est le plus faux. C'est vraiment le truc où n'importe qui peut se lever et entreprendre. C'est vraiment le truc où les études... Non. Mais comment on fait quand on n'étudie pas et qu'on sait que, par exemple, il y a ce côté juridique qui est là, Mhm. tu vois? Toi, Il tu y a as Internet, étudié quand il y a même. Internet, mais j'ai pas appris tout ce que j'ai appris. J'ai pas appris la liqueur à l'école. Quasi la totalité de ce que j'ai appris, c'est dans des livres et sur Internet. Aujourd'hui, il faut parler anglais. Et avec l'anglais, tu peux apprendre tout ce que tu veux. Donc non, les études, tu peux les faire toi-même. L'entrepreneuriat est une histoire de famille. Tu veux dire, c'est la question? Oui. C'est le cliché? Oui, c'est le cliché. Qu'en général, il faut être dans une famille d'entrepreneurs pour entreprendre? Ouais. Je pense qu'il y a une culture, ouais. C'est plus facile. Il y a des familles qui sont plus ouvertes, qui sont tournées vers ça. Il y a des familles qui sont très protectrices et qui ont très peur du risque et qui vont être comme non, il faut que tu trouves un travail de fonctionnaire, que tu sois hyper sécurisé parce que oui, je pense que ça joue quand même pas mal. Mais en général, si tu as un frère qui a fait la fonction, qui est public, etc., toi, tu peux faire ce que tu veux, quoi. En général, c'est l'aîné qui prend le fardeau de ce que la famille veut et puis les autres derrière, ils sont un peu plus libres. Donc on va dire à moitié d'accord avec celle-là. Dis-moi, tu as des regrets en tant qu'entrepreneur quand tu as les faux pas que tu as fait, que si jamais tu devrais aller en arrière pour corriger, Non, écoute, non, j'ai jamais pensé que j'avais des regrets spécialement. Je me suis souvent dit que si je savais tout ce que j'avais à faire, je l'aurais pas fait. Parce que quand j'ai commencé, comme je te dis, c'était pas si clair que ça. Si j'avais pensé, si j'avais su, j'étais suffisamment conscient pour savoir tout ce que ça allait me demander, je l'aurais pas fait. Parce que j'aurais pris peur. J'aurais été comme, putain, c'est trop, jamais je peux faire tout ça. Mais vu que je l'ai fait un peu les yeux fermés au fur et à mesure, je me suis pas rendu compte de tout ce qu'on passait à travers. Et ouais, quand aujourd'hui, ça m'arrive de grave minimiser un petit peu tout ça et d'être comme, ben non, on n'a rien fait en fait. J'ai rien fait du tout, j'ai juste été là et c'est parce que les choses se sont faites progressivement, mais quand je prends du recul et que je me dis, ok, est-ce que tu es prêt à lancer un truc comme ça encore? Aller trouver une usine en Chine, faire des produits, c'est trop, c'est beaucoup. Mais bon, tu vois, quand tu es un peu inconscient, ça aide. Est-ce que toi, tu te dis, par exemple, tu disais que il y a tu vas aller en France, à Cotonou et tout ça, mais tu n'es pas encore industrialisé, je pense. Non. Comment tu fais? Comment tu... Bon, on va voir. Comme je t'ai dit, on y va au feeling. On verra. Au fur et à mesure des choses, on va s'adapter. S'il y a un problème, on va le résoudre. Un problème après l'autre. Intéressant. Intéressant. Serein, en fait. Serein de fou. Bah, t'as pas le choix, hein. Tu te fais confiance, et puis c'est la vie, hein. C'est un jeu, et puis let's go. Tu as des peurs par rapport à Kalindi et par rapport à toi, personnellement? Ça peut m'arriver, parfois, d'avoir des craintes sur le futur, mais je me dis, quand j'y pense, je me dis, je m'en sortirai toujours. Je vois pas quel problème je vais pas résoudre. Si demain j'ai un problème, si Kalindi disparaît, je trouverai autre chose. J'ai pas de doute. J'aime bien ce que je dis. Quand il disparaît, tu trouves autre chose. Aujourd'hui, tu m'as appris un truc par rapport au projet. Tu m'as dit, gars, le projet, c'est pas toi. Le projet, il faut le mettre de côté. On peut le torpiller, on peut l'insulter, on peut n'importe comment. Exactement. Mais faut pas que ça te touche, toi. Ouais. Parce que si sur un seul projet, ça te touche autant, imagine des milliers de projets que tu vas sortir après et tu vas pas suivre, tu vois. Donc, toi, tu penses que quand on a un projet, il faut vraiment il faut s'en détacher. C'est pas toi. C'est un projet. Tu l'as fait. Tu le laisses aux yeux du monde. Tu l'attaques toi-même avec les autres. Tu t'en moques avec les autres. Que ton idée, ton projet, c'est pas ton bébé. Même si c'est pas toi. C'est quelque chose que tu as fait, que tu as produit, mais c'est pas toi. Demain, ça disparaît, si c'est nul, c'est nul. C'est pas toi qui es nul. L'idée, pas ouf, c'est pas grave. Il y en aura d'autres.
Si tu t'arrêtes à ça et que tu t'identifies à tes projets, tu t'en sors pas. Et toi, est-ce que tu as eu des idées pas ouf qu'après... Entre, je sais, ils vendent de vêtements Non, là-bas. Là. non, je parle dans le sens de Kaliendi et tout. Sens de Kaliendi. Ouais. Quand j'ai fait ce restaurant-là où on est, c'était pas ça du tout. Ah ouais? J'avais un design qui était différent, puis on a tout. Oui, tout non, mais cassé. non, je m'en souviens, je pense, quand je J'étais là, venais. mais qui m'a laissé faire un truc pareil? Aucun sens. Et que tu vois, quand tu fais ça, quand tu construis un truc, tu payes des choses, et quelques mois après, tu dis, mais ça n'a pas de sens, on casse tout. Les gens me prennent pour un fou, ils disent, mais t'es un gaspilleur. Mais non, c'est pas une question, c'est pas. Mais j'ai eu c'est Lino d'avant qui a décidé, il a été con. Moi, aujourd'hui, quand je vois ça, les gars, c'est pas une bonne idée. Donc non, c'est pas grave, on refait. C'était une erreur, et puis basta, on refait. Wow. Mhm. Je m'en souviens. Il y avait des tables. Ouais. Je pensais que c'était une trop bonne idée Ouais, de base. moi, c'est des bails de quoi Oh, c'est quoi le nom? C'est des banquettes qu'on avait. C'est ça, les banquettes qu'on avait. Avec 8 personnes à chaque fois. Du coup, quand tu étais 2, tu pouvais pas t'asseoir. C'est ça. Ça prenait trop de place. C'est On ça. pouvait pas faire d'événements. Voilà, on a tout cassé. Et puis, normal. Incroyable. Si tu as des conseils à donner à un jeune qui veut entreprendre au Togo, tu dirais de faire attention à quoi? Au pourquoi il le fait. Vraiment. Le faire pour gagner de l'argent, c'est pas un bon plan. Le faire pour gagner de l'argent, c'est pas un bon plan. Il faut le faire parce que tu sens que tu peux faire quelque chose de bien sur un domaine. C'est tout. Moi, je pense n'importe quel jeune qui sent qu'il a un truc à apporter dans un domaine et qui est prêt à le faire vraiment bien, c'est bon. Mais il faut vraiment vouloir se donner les moyens de faire les choses bien. Pas juste le minimum, vraiment bien. Être le meilleur. Je dis non, je veux faire ça vraiment bien. Si je veux être un coiffeur, je veux être capable de coiffer. Je vais m'entraîner, je vais regarder des vidéos, je vais regarder les meilleurs du monde, comment ils s'y prennent, je vais me filmer en train de faire. Je vais vraiment faire les choses bien, quoi. Est-ce que toi, si tu dois choisir entre être le meilleur et gagner le plus d'argent, tu choisirais quoi? Ça dépend dans quel domaine. Bon, non, général. Être le meilleur dans un domaine précis, tu vois, n'importe quel domaine, ou gagner beaucoup d'argent. Bon, le truc, c'est est-ce que l'un exclut l'autre? C'est-à-dire, est-ce que je peux être le meilleur dans ce domaine et j'aurai quand même un peu d'argent? Ça veut pas dire être pauvre. C'est ça. Parce que je préfère quand même avoir de l'argent et être moyen que être bon mais ne rien avoir, tu vois. Écoute. Non, non, j'irai être le meilleur. Sérieux? Ouais. J'irai être le meilleur. J'aime trop sentir que je fais bien les choses. J'aime trop sentir que j'ai compris comment les choses fonctionnent et comment réussir. J'aime trop ça. Non mais en vrai... L'argent, ça viendra après. Non mais en vrai, c'est fou. Hein, c'est fou. Mais ça a pour bien fou en tant qu'entrepreneur qui ne parle pas forcément d'argent. Ouais. C'est cool. Ah ouais. Non, j'adore. Ok. Il y a des questions. C'est comment tu fixes le salaire de tes employés? Ça dépend de ce qu'on gagne. Mais j'ai appris que c'était pas la meilleure manière. Récemment, j'ai fait quelques recherches et tout. Mais non, ça dépend du budget qu'on a et de comment on s'en sort. De comment est-ce qu'on... C'est ça. Pareil, il faut que je mette en place un processus un peu plus carré, etc. Mais bon, j'ai pas d'employé en même temps. C'est mon employé, les gens travaillent pour toi. CNSS, j'ai pas d'employés. J'ai que des stagiaires. J'ai 1 ou 2 stagiaires, c'est tout. On a peur tout le temps à l'administration, en fait. Comment? L'administration, on en a peur tout le temps. Ah, c'est ça. Intéressant. En fait, je pense que moi, j'en profite pour te remercier, Lino. Franchement, ça fait 1 an et demi qu'on tourne la nuit. Vous voyez, le cadre n'a pas forcément changé. À part deux épisodes qu'on a fait dans des endroits différents parce que les gens ne peuvent pas se déplacer. On tourne au Kaliendi. On tourne au Kaliendi depuis 1 an et demi. Et même pour ceux qui nous suivent depuis le début, le premier épisode, c'est avec Lino. Il était toujours là avec Vazounej. Et aujourd'hui, il est dans le business. C'était très important pour moi. Et moi, je profite pour dire merci pour le cadeau qu'il nous fait. Franchement, si les vidéos sont belles, c'est pas nous, hein.
c'est le décor derrière ce gars, ça, Kalindi, tu vois. Moi, j'en profite parce que j'ai travaillé au Kalindi et on continue de collaborer aussi. Kalindi, c'est 4 liqueurs. 5 maintenant. 5 Tu- avec tu- une édition spéciale. Tu veux le présenter ou pas? Ouais. Vas-y. Bah, on a la première, Kalindi classique, Ouais. qu'on a fait avec des dates. C'est la première vraiment, c'est l'original, c'est la recette de la maman. C'est elle qui a fait cette recette de base et tout. Et puis après, on l'a présenté. Et puis les gens ont dit, mais on veut que ce soit un peu plus fort. Donc on a fait Bitter, une version allégée en date, plus forte et un peu plus amère. Et puis après, on a fait un punch coco qu'on a dû changer de recette plusieurs fois. Et ça va encore changer. Il y a une nouvelle machine que j'ai découvert qu'il faut qu'on achète pour pouvoir faire une... Voilà, beaucoup d'argent encore à mettre. Mais voilà, et puis après, on a sorti Love, aphrodisiaque. Où je me suis senti un peu comme un escroc, un peu quand même. Mais c'est les gens, ils ont forcé. Moi, je leur ai dit, les gars, arrêtez. Mais oui, on va vous faire quelque chose. Ils ont dit non, est-ce que ça marche comme je dis, mais c'est de l'alcool, c'est juste de l'alcool. Non, on veut. J'ai dit, ok, vous savez quoi, il n'y a pas de problème, on va jouer. Je suis parti au village, j'ai contacté, j'ai demandé, bon, faites-moi la meilleure recette. On a sorti les plantes, les racines, j'ai dit, ok, let's go. Kalindi Love, puissant aphrodisiaque. Voilà, c'est garanti par le village. C'est pas moi, c'est garanti par le village. C'est tout. Par des Togolais, pour des Togolais. Ça, c'est cadeau. Et puis en dernier, on a fait une collaboration sur laquelle tu as travaillé d'ailleurs avec nous. C'était avec l'artiste peintre Jean Coumi. Super collaboration, vraiment, j'ai vraiment aimé. Tu vois, quand je te parle de fun, typiquement le genre de projets qui sont vraiment intéressants. Et puis on espère comme ça qu'on va pouvoir en faire d'autres. Elle s'appelle Kalindi Boba. Et c'est ça. Je pense que vous verrez les images passer. Très bien. C'est combien? 50 000 celle-là. Justement, édition limitée. On a voulu faire un truc un peu différent. On sort 100 bouteilles seulement dans un coffret, un truc vraiment sympa. Pour les collections. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Kalindi, peut-être qu'un jour, ça sera du Picasso, tu vois. Tu auras une bouteille chez toi. Elle a pris de la valeur. Ça fait 20 ans qu'elle est là. Tu l'as pas touchée. Intéressant. Les gars, Lino, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci pour Merci Shadow. Non, franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour ce podcast-là. Comme je le dis, si on est là, les gars, il est quoi? Il est minuit 30. On nous donne l'entreprise pour vous dire, les gars, vous pouvez tourner là. C'est pas... Vous pouvez pas trouver ailleurs, tu vois. Lino, merci beaucoup pour tout ce que tu nous fais. Merci beaucoup pour le cadeau que tu nous fais. Les gars, merci beaucoup de nous avoir suivis. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de Lino. Je pense que dans ce podcast, c'est l'entrepreneur togolais le plus honnête que vous avez. Ah shit. On va couper des trucs un peu quand même. Tu peux pas même. Moi-même, je suis choqué. Dis-moi ce que vous pensez de Lino. Les liqueurs sont vendues au restaurant Le Kalindi. L'adresse, vous la verrez, là, vous voyez passer. C'est à 10 000 francs. Si vous voulez distribuer, on est toujours ouvert pour le business, pour gagner de l'argent. Et ils n'ont pas de problème pour aider les joueurs à gagner de l'argent aussi. Donc, venez discuter de tout ce qui est business. Free. Vous avez vu Lino de la nuit, il est très free. Ça marche. Ça va. Il n'y a pas de souci. Les gars, dites en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça et à la prochaine. Ciao. Bon. Merci Shadow.